Soyez les bienvenus dans le club, ravi de vous retrouver en ce vendredi après-midi. Au sommaire, cela vient de tomber, Donald Trump dit avoir eu un échange très productif avec Vladimir Poutine. C'est la première retombée que l'on a des discussions entre Américains et Russes sur le cessez-le-feu en Ukraine. Mais en ce moment, ajoute le président américain, des milliers de soldats ukrainiens sont complètement encerclés par les militaires russes et dans une position très dangereuse et vulnérable. Le président américain qui demande au président russe d'éviter un bain de sang dans la région de Koursk où nous partirons rejoindre nos envoyés spéciaux, car les Russes sont non seulement en train de repousser les Ukrainiens dans la région, mais en train d'ouvrir un nouveau front soumis au nord de l'Ukraine. Poutine veut absolument une nouvelle victoire militaire. Voilà pour une partie du programme. D'abord, le journal de 15h avec vous, Jade Partouche. Bonjour Jade. Bonjour Marie-Aline, bonjour à tous. On ouvre ce journal, effectivement, vous venez d'en parler, avec cette réaction à l'instant de Donald Trump, le président américain, qui vient de réagir sur son réseau social, Truth Social, suite à la venue de Steve Witkoff, l'émissaire américain au Kremlin hier. Nous avons eu, dit-il, des discussions très fructueuses avec le président Vladimir Poutine. Il y a de fortes chances, dit-il, que cette guerre prenne fin. Puis il ajoute, des milliers de soldats ukrainiens sont en ce moment même encerclés par l'armée russe et sont dans une situation défavorable et vulnérable. On y revient bien entendu juste après ce journal dans le club de Marie-Aline Melli. Cette réunion à Pékin entre Chinois, Russes et Iraniens, ils appellent à lever toutes les sanctions illégales visant Téhéran dans ce contexte de forte pression de Washington sur le nucléaire iranien. La Chine estime, je cite, que la situation a de nouveau atteint un moment critique. Les grandes puissances espèrent raviver l'accord de 2015 sur le nucléaire déchiré par Donald Trump lors de son premier mandat. Ces images à présent, l'Italie en proie à de violentes inondations, la Toscane et l'Émilie-Romagne ont été placées en vigilance rouge. Certaines rues sont transformées en torrents. Image ici, vous le voyez, à Sesto Fiorentino à Florence. Des évacuations sont en cours. Le président de la région Toscane appelle les habitants à la plus grande vigilance. Ce nouveau rebondissement dans l'affaire Émile, ce petit garçon disparu dans le Haut-Vernay le 8 juillet 2023. Ses ossements, rappelez-vous, avaient été retrouvés par une randonneuse il y a un an. Mais là, on apprend, Marie Belot du service police-justice est avec nous, que les enquêteurs sont retournés sur place aujourd'hui. Oui, hier et ce matin, plusieurs gendarmes de la section de recherche de Marseille, des enquêteurs de la cellule Émile, se sont de nouveau rendus au Vernay. Le procureur d'Aix-en-Provence qui mène l'enquête n'a pas voulu en dire davantage, mais une source proche du dossier nous dit que les enquêteurs sont repartis avec une jardinière, un grand bac qui se trouvait devant la chapelle du hameau, à proximité d'une route, et pour empêcher les voitures de se garer à cet endroit. Donc les enquêteurs ont vidé cette jardinière et l'ont emmenée pour analyse. Que cherche-t-il sur celle-ci ? Le mystère reste pour l'instant entier. Ce qui est sûr, c'est que les investigations se poursuivent. Piste criminelle ou piste accidentelle, les gendarmes n'ont pour l'instant livré aucune conclusion et personne n'a jamais été placé en garde à vue dans cette affaire. Merci à vous Marie Belot. Justice toujours d'ailleurs en Haute-Saône. Un jeune homme de 17 ans a été arrêté, mis en examen et écroué hier soir. Il est soupçonné d'avoir voulu commettre une action violente pendant le Ramadan. L'adolescent avait un couteau sur lui lorsqu'il a été interpellé en début de semaine. Il envisageait des cibles juives ou chrétiennes sans plus de précision. Une information judiciaire pour association de malfaiteurs terroristes criminels a été ouverte. Et puis ce changement lourd de sens à présent, le collège du Bois d'Aune à Conflans-Sainte-Honorine a été renommé aujourd'hui pour porter le nom de Samuel Paty. C'est l'établissement dans lequel il enseignait avant d'être assassiné ce 16 octobre 2020. Emma Barrier, vous êtes sur place. Le collège doit être rebaptisé d'une minute à l'autre. La cérémonie doit commencer. Oui, la cérémonie devrait commencer d'ici une quarantaine de minutes. Elle va se dérouler dans la cour de l'établissement. Elle se fera en présence d'une des sœurs de Samuel Paty, du personnel de l'établissement, évidemment, d'élus locaux, mais également d'Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale. Durant cette cérémonie, il y aura une chorale, des prises de parole, et puis à 16h30 sera donc enfin dévoilée cette nouvelle plaque qui porte le nom de Samuel Paty pour rebaptiser ce collège du Bois d'Aune. Vous l'avez dit, c'est une décision lourde de sens, symbolique, qui vient honorer la mémoire de ce professeur d'histoire qui exerçait dans cet
cet établissement jusqu'à 2020, date à laquelle il a été assassiné par un terroriste islamiste en octobre alors qu'il sortait à peine des cours. Et cette décision de changer le nom de l'établissement, elle survient plus de 4 ans après la mort de Samuel Paty. Pourquoi ? Eh bien parce que le maire de Conflans-Sainte-Honorine ne souhaitait pas que l'établissement change de nom tant que les élèves qui avaient connu ce professeur étaient encore scolarisés ici. Et depuis juin 2024, eh bien, ce n'est plus le cas. C'est donc toute une nouvelle génération de collégiens qui va découvrir cette plaque avec le nom de Samuel Paty, un professeur donc qu'ils n'ont pas connu, mais dont ils connaissent évidemment très bien l'histoire. Merci à vous Emma Barrier, merci également à Guillaume Colléoni pour les moyens techniques. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est à vous Marie-Aline. Merci beaucoup Jade, à tout à l'heure. Je vous disais, c'est une déclaration qui vient de tomber. Donald Trump, sur son réseau social Truth Social, appelle Vladimir Poutine à épargner des milliers de soldats ukrainiens sur le front dans la région de Koursk. Oh, pardonnez-moi, excusez-moi, un petit micro. C'est moi, je replace. Ce sont les aléas du direct. Donc, je vous disais, c'est la première fois que Donald Trump réagit. Et il le fait sur son réseau social Truth Social après les discussions qu'il y a eu entre Russes et Américains hier. Regardez ce qu'il écrit. Nous avons eu hier des discussions très fructueuses avec le président russe Vladimir Poutine. Et il y a de fortes chances que cette guerre horrible et sanglante prenne enfin fin. Il fait pression sur Vladimir Poutine pour qu'il épargne des milliers de vies de soldats ukrainiens. On va partir à Moscou dans un instant, regardez. Mais en ce moment, des milliers de soldats ukrainiens sont complètement encerclés par l'armée russe et dans une situation très défavorable et vulnérable. Partons à Moscou rejoindre notre correspondant Jérôme Garraud. Bonjour Garraud. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous en direct sur LCI. On voit cette déclaration du président américain qui tend la main à Vladimir Poutine et lui demande d'épargner des vies ukrainiennes. Bonjour, oui, la nouvelle a été immédiatement relayée ici par les différentes agences de presse russes à Moscou. Donald Trump et Vladimir Poutine se seraient donc parlé. On sait assez peu de choses, mais le président américain se dit maintenant plutôt confiant sur l'aboutissement du cessez-le-feu qu'il a proposé il y a plusieurs jours. Donald Trump qui demande aussi que soient épargnées les vies des troupes ukrainiennes qui se trouvent actuellement dans l'oblast de Koursk et qui sont pourchassées, encerclées par l'armée russe. On ne sait pas encore ce qu'a répondu Vladimir Poutine, mais Vladimir Poutine, hier, lorsqu'il a expliqué qu'il ne pouvait pas accepter tout de suite le cessez-le-feu, soulevait ce point, parce que du point de vue de Moscou, les soldats ukrainiens qui se trouvent actuellement en territoire russe sont considérés comme des terroristes et doivent être désarmés. Ça, c'était les mots utilisés par le président russe. Alors peut-être qu'un arrangement a été trouvé sur ce sujet entre Washington et Moscou, mais pour l'instant, ça faisait partie des raisons pour lesquelles Vladimir Poutine repoussait ce cessez-le-feu. On va devoir attendre davantage de détails sur cette conversation entre les deux présidents pour le savoir. Merci beaucoup Jérôme Garraud en direct de Moscou avec Michael Merle pour ces toutes dernières informations. Allons plus loin pour comprendre ce qui se joue parce que cette déclaration de Donald Trump rebat les cartes à l'heure où on parle d'un possible cessez-le-feu et on a vu que Vladimir Poutine n'était pas pressé de faire taire les armes. Général François Chauvency, bonjour. Vous êtes notre consultant géopolitique pour LCI. Magali Barthès, bonjour. Notre spécialiste des questions internationales. Et Denis Strelkov, bonjour. Bonjour. Journaliste à la rédaction russe de RFI. Magali, pour commencer, cette déclaration de Donald Trump nous saisit. Comment vous l'interprétez ? Bien, vous savez, Witkoff, donc l'émissaire de Donald Trump, a rencontré hier soir Vladimir Poutine. On n'a pas eu d'image, on ne sait pas ce qui s'est dit. Il n'y a pas eu de tour-image, comme on dit dans notre jargon. Ce que l'on sait, c'est qu'il est reparti donc pour les États-Unis avec des éléments à transmettre de la part de Vladimir Poutine à Donald Trump. Vous savez que le Kremlin a dit ce matin prudemment optimiste après une rencontre après la rencontre entre Vladimir Poutine et Witkoff. Aujourd'hui, on a là avec ce poste de Donald Trump un début de réponse, c'est-à-dire que
comme il le disait hier, tout ça est très prometteur. Donc voilà, ça y est, on a repris langue. C'était un peu le début de son message. Et on sent que cette référence à Koursk, à ces soldats prisonniers, c'est une façon aussi pour Trump de montrer qu'il peut peser aussi sur ce conflit et sauver la vie de certains soldats ukrainiens. Vous savez qu'à longueur de temps, et hier encore, lorsqu'il était avec le secrétaire général de l'ONU dans le bureau ovale, il disait, au moment où nous parlons, il y a des personnes qui sont en train de perdre la vie, tout ça est complètement inutile. Et bien là, il dit, voilà, je sais ce qui se passe en ce moment dans cette région de Koursk, ce qui est vrai, des soldats ukrainiens manifestement sont encerclés. Et là, en fait, il appelle clairement à la clémence de Vladimir Poutine, sachant que, comme le disait Jérôme, lors de sa conférence de presse hier, Vladimir Poutine a expliqué que pour ces soldats ukrainiens qui se trouvaient dans la poche de Koursk, il y avait deux options. C'était soit rendre les armes, soit se battre jusqu'à la mort. Le discours était extrêmement ferme. Eh bien justement, Magali, on va écouter Vladimir Poutine, qui a bien fait comprendre hier qu'il n'était pas pressé d'accepter un cessez-le-feu et que non seulement il voulait récupérer les territoires russes pris par les Ukrainiens dans la région de Koursk, mais il voulait prendre sa revanche sur une armée ukrainienne qui avait osé humilier Moscou sur ses terres. Écoutons-le. C'est vrai que ce serait bien d'atteindre cette trêve pour 30 jours au moins, et nous sommes pour. Mais avant tout, que ferons-nous avec cette zone, cette sorte d'enclave dans la région de Koursk? Qu'est-ce que cela voudrait dire si nous cessons les hostilités pour 30 jours? Que tous ceux qui se trouvent là-bas pourront sortir sans combattre? Est-ce que nous devons les laisser sortir après qu'ils aient commis ces crimes de masse contre les civils? C'est un Poutine qui veut sa revanche, qui a pris la parole hier. En général, Chevancy, je vous vois noter, c'est très important, évidemment, tout ce qui se passe. Et c'est peut-être après l'avoir entendu, en voyant ce qui se passe sur le terrain, que Donald Trump dit à Poutine « Je veux que tu évites un bain de sang ». Oui, alors d'abord, c'est pour ça que je l'ai écrit d'ailleurs, je réagissais à la notion de crime de masse. Je ne suis pas certain que les Ukrainiens aient vraiment commis des crimes de masse dans la zone de Koursk. Donc déjà, on est encore dans la logorée habituelle du président russe. Voilà, et ça, il faut quand même le dire. Deux, il y a une victoire militaire nécessaire pour Vladimir Poutine, parce qu'en 3 ans, il n'en a pas eu. Et là, c'est parti pour être une vraie victoire. C'est-à-dire où il n'y aura pas d'ambiguïté en disant « bah oui, on s'est bien battu, finalement, vous avez fait beaucoup de pertes ». Non, c'est la victoire. C'est pour ça que je ne crois pas beaucoup, je dirais, à ce que Poutine soit réceptif au message de Trump. En revanche, il est certain que, n'oublions pas que ce sont des soldats qui se battent, donc ce sont des soldats qui sont protégés par la Convention de Genève, même si Vladimir Poutine les traite de terroristes, ça il ne faut pas l'oublier. Donc il y a un poids qu'on doit faire peser sur Poutine pour qu'il respecte les soldats combattants, dans un premier temps. Ensuite, il est certain que si des troupes sont encerclées, alors on ne sait pas vraiment combien il y en a, mais quand on est encerclé, effectivement, on se bat jusqu'à la mort, on se rend. Et là, on arrive plutôt à la deuxième possibilité, je pense. On l'a déjà eu, il y a eu d'ailleurs des reportages qui sont déjà passés, des témoignages en disant que l'ensemble d'Ukrainiens s'était déjà rendu. On a parlé de 450 prisonniers, peut-être de la propagande aussi, j'en sais rien, mais un certain nombre de prisonniers qui ont été faits sur le terrain. Je dirais que là, si les troupes sont vraiment encerclées, tel qu'on le voit sur les cartes, il n'y a pas vraiment le choix. Et je vois mal pourquoi, d'ailleurs, Vladimir Poutine irait dans le sens de Trump. Pour lui, il lui faut cette victoire militaire. Il faut aussi sans doute des images des troupes ukrainiennes qui ont été faites prisonnières alors qu'elles étaient allées en Russie. Donc on est dans un jeu du poker menteur, je n'en sais rien. Et puis le dernier point que vous avez évoqué, c'est dépasser la frontière internationale pour élaborer mettre en place cette zone tampon, comme ça a été le cas d'ailleurs au nord de Kharkiv. C'est ce qu'il essaie de faire. Et je dirais que c'est un gage qu'on prend. Là, c'est le gage que prend la Russie à nouveau sur l'Ukraine. Et la seule question qu'on peut évoquer aujourd'hui, est-ce que les forces ukrainiennes ont été capables de se replier en bon ordre, avec encore des moyens suffisants pour se réinstaller? Est-ce qu'une ligne de défense a bien été installée en Ukraine pour empêcher que les Russes aillent plus loin? Mais à date d'aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Et dans toute, et je finirai là-dessus, dans toute, je dirais, rupture de ligne adverse, c'est ce qui s'est passé. Parce que quoi qu'on puisse en dire, l'armée ukrainienne a été percée. Oui. Et là, il y a une exploitation. Est-ce que les Russes sont capables d'exploiter finalement cette possibilité de prendre un gage territorial supplémentaire en Ukraine? Nous partirons retrouver nos envoyés spéciaux Charline Nurel et Camille Souhaut, qui justement voient très bien les difficultés de l'armée ukrainienne sur le front. Denis Strelkov.
Je dirais juste que les réactions à cette annonce de Donald Trump sont en train de tomber, y compris des experts militaires indépendants. Quand on regarde effectivement ce qui se passe sur le terrain, il y a des doutes qu'il y a réellement des milliers de soldats ukrainiens qui sont bloqués en Russie. On a parlé dans les médias et donc dans tous les témoignages qu'on a eus, plutôt d'un repli qui était de plus ou moins en bon ordre de l'armée ukrainienne. Donc encore toutes ces informations-là, il faut prendre ça avec prudence, surtout quand on sait comment est-ce que Donald Trump, lui, il reçoit de l'information. Il reçoit bien sûr de son renseignement à lui, mais aussi de Vladimir Poutine, évidemment. Donc, pas directement, parce qu'on n'a pas des informations qui se sont effectivement parlé, mais on pourrait dire qu'au moins, elle est en contact avec des sources russes. Et pour la propagande à Moscou, c'est très important de marquer le coup et de montrer cette image que oui, effectivement, on n'est pas tout simplement en train de regagner le terrain, mais on veut aussi punir tous ceux qui ont pour eux commis des crimes sur les territoires russes, parce que donc vous avez parlé du fait qu'il n'y a peut-être pas des crimes de masse, mais quand on regarde des témoignages qui passent maintenant à la télévision russe, et quand on regarde bien sûr tout ce qui est la propagande, ils parlent un peu de la Boutcha russe, des massacres de masse qui ont été orchestrés par l'armée ukrainienne. On parle d'une trentaine de personnes sur la télévision russe. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est difficile maintenant de vérifier. C'est un peu comme le massacre qui ont lieu en Ukraine. Pourquoi? Parce que on ne pourrait pas, et ça on l'a pas fait. Mais les massacres en Ukraine à Boutcha, ils ont été documentés par des experts internationaux qui sont allés sur place. Tout de suite. Ils ont été documentés, donc ça a pris des mois et des mois des enquêtes indépendantes. Je vous rappelle qu'il y a eu aussi du personnel international de l'ONU, je me trompe pas, qui sont allés sur place pour documenter ce qui s'est passé réellement. Là, avec le cas de la Russie, on peut s'en douter qu'il y aura effectivement ce contrôle international. C'est pour cela que toute information qui va arriver sur les crimes de guerre soi-disant commis par l'Ukraine, il faut les prendre avec prudence. La Russie va essayer de jouer là-dessus. Général Chauvency, ça fait des semaines que les Ukrainiens sont en grande difficulté, non seulement sur le territoire ukrainien, mais dans la région de Koursk, où ils n'ont cessé, notamment ces derniers jours, de perdre du terrain. Là, pour que Donald Trump intervienne en disant Poutine, il faut que tu évites un bain de sang, ça veut dire que la situation là-bas doit être désespérée. Pour qu'il en vienne à implorer, si je puis dire, le président russe. Alors il y a plusieurs hypothèses. Bon, peut-être que le côté humaniste de Trump est apparu, donc il s'est préoccupé des soldats sur le terrain, on ne sait jamais. Peut-être quelqu'un lui a rappelé que c'était possible. Il ne faut jamais jurer de rien. Voilà. Dans la réalité, on est aussi dans l'échange et la diplomatie. En fait, il cherche, pour moi, à obtenir quelque chose de Vladimir Poutine, de le faire entrer dans le jeu de la diplomatie. Il y a une carte à jouer. La carte à jouer, c'est dire montrer la bonne volonté. Est-ce que Poutine est vraiment prêt à négocier? Et finalement, il a une opportunité, du côté de chez Trump, de proposer à Poutine de montrer que lui aussi, c'est un grand homme et un grand humaniste et qu'il va respecter les soldats sur le terrain. Voilà, voilà où on en est aujourd'hui. Maintenant... je reviens à ce que j'ai dit précédemment. Je ne crois pas à l'issue de cette tractation pour une raison très simple. C'est que militairement parlant, je ne parlerai pas politiquement parlant, ce qui est peut-être une chose un peu différente, quand vous gagnez sur le terrain, vous ne lâchez pas. Et ça, là, ça conditionne aussi les échanges diplomatiques. Poutine sait qu'actuellement, il gagne à Koursk, et surtout que Koursk ne sera plus un gage dans la négociation avec les Ukrainiens. L'affaire va être traitée. Donc, il affaiblit la position de Zelensky. Et c'est ce qu'il va obtenir. C'est pour ça qu'il ne lâchera pas. Et si, en plus, il fait des prisonniers en grand nombre, ça sera encore quelque chose de plus. Parce qu'il y a eu des discussions à Jeddah, notamment, si je me souviens bien, avec la délégation ukrainienne et la délégation américaine pour la libération des prisonniers ukrainiens. Ça faisait partie aussi du discours. Donc, on est bien aussi déjà dans l'après-guerre. Donc, à la date d'aujourd'hui, moi, je pense que l'offensive va continuer, tant qu'il y a des troupes du côté russe pour le faire, que Koursk, de toute façon, doit être à tout prix reconquise par Poutine, parce que c'est un agenda à la fois de politique extérieure, mais aussi de politique intérieure, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Magali, et puis je crois vous aussi, sur le fait que, vis-à-vis de son opinion publique, ça fait 6 mois qu'on se bat, 6 mois qu'on a des Ukrainiens qui viennent nous envahir, et 6 mois qu'on n'a pas réussi à les combattre. Donc là, c'est aussi un choc politique aussi en interne. Magali. Et puis, Donald Trump a vraiment besoin de montrer qu'il a un poids sur ce conflit. C'est extrêmement important pour lui. Il a quand même une volonté de tendre la main à Poutine qui est quand même très contestée dans l'opinion même publique américaine, qui voit bien que c'est beaucoup moins facile que ce qu'il avait dit au départ. Il avait promis une paix en 24 heures, 48 heures. Bon, on voit bien que maintenant...
Oui, il a tordu le bras à Zelensky, qui a signé cet accord sur les minerais, qui s'est réconcilié en effet avec l'administration Trump. En tous les cas, c'est les images qu'on a voulu nous montrer. Mais aujourd'hui, il a besoin de montrer qu'il a une prise sur Poutine. Et finalement, moi, je me dis, en regardant ce message, que éviter un bain de sang, c'est-à-dire, c'est lui dire, bon, il faut faire des prisonniers et il ne faut pas essayer d'aller jusqu'au bout à éradiquer ces soldats. Finalement, ça peut servir aussi Poutine, qui peut avoir un intérêt aussi à montrer ces images, en effet, de prisonniers, de soldats ukrainiens prisonniers, pour bien montrer, en effet, qu'il n'y aura pas de clémence, que le sort qui peut attendre ceux qui défient son autorité sur le sol russe. Donc, quelque part, ça peut être quelque chose d'un peu donnant-donnant, montrant du côté de Poutine qu'il est capable de faire quand même un geste dans la direction de Donald Trump. Et pour Donald Trump, une façon de dire, vous voyez que j'obtiens des résultats. Certes, ce n'est pas le cessez-le-feu que j'avais annoncé, mais j'obtiens des résultats. Et si je peux sauver la vie de ces soldats, c'est comme ça qu'il va l'habiller ensuite derrière. Ça peut être en effet une façon de montrer qu'il y a quand même une marge de manœuvre dans la négociation. Après, est-ce que c'est un jeu de dupe ou pas, on verra bien. Mais ça montre qu'en effet, il rentrerait dans le jeu du côté de Poutine. La balle, elle est dans le camp de Vladimir Poutine. Donc s'il n'accède pas à la demande du président américain, c'est un peu compliqué de continuer le narratif selon lequel c'est l'Ukraine qui alimente cette guerre. Oui. Si jamais il n'accepte pas d'épargner la vie de ces milliers de soldats ukrainiens. C'est vrai, mais le choix, il est fait. À mon avis, il est fait. Il est fait. Il est fait. Parce que d'abord, on a vu Poutine pour la première fois sur le champ de bataille il y a quelques jours. Ah oui, on va revoir la séquence dans un instant, oui. Voilà, et il est venu à course quand même, donc en uniforme, en treillis. Il en a trouvé un à sa taille, donc ça tombait très bien. Donc il a pu aller sur le champ de bataille et montrer qu'effectivement, il était à la tête des armées. Donc moi, je dirais que tous les échanges qu'on a aujourd'hui font partie de la construction d'un ensemble un peu plus pacifié, mais que dans la réalité du terrain, pour moi, il est impensable aujourd'hui que Vladimir Poutine arrête son offensive à Koursk pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Il doit reconquérir ce territoire à tout prix. Or, aujourd'hui, il a une opportunité énorme, avec peut-être le bémol que vous n'avez pas très justement évoqué, c'est qu'il n'y a sans doute pas quelques milliers de prisonniers à faire, parce que d'ailleurs, le chef d'état-major ukrainien, ça fait déjà 4 jours qu'il a donné l'ordre à ses unités de se replier, donc ça se fait en bon ordre, ça ne se fait pas comme ça. Le jour où on le dit, c'est que c'est déjà en cours. Donc il sauve ses unités autant qu'il peut les sauver. En revanche, il a laissé des unités d'arrière-garde, ce qui est tout à fait normal, pour permettre à ce que le déplacement vers l'arrière se fasse dans de bonnes conditions. Et c'est ça les combats auxquels on assiste aujourd'hui. Donc c'est l'arrière-garde, finalement, pour un terme un peu ancien, qui assure le contact avec les Russes pour les retarder le plus possible, de telle façon que les unités principales ukrainiennes puissent partir en Ukraine. Ces images, elles sont importantes de Vladimir Poutine en treillis, en chef de guerre. Et écoutez ce qu'il disait justement concernant les Ukrainiens qui ne sont pas considérés quand ils sont capturés comme des prisonniers, mais comme des terroristes. Toutes les personnes qui sont actuellement dans le territoire de Koursk et commettent des crimes contre la population civile s'opposent à nos forces armées, nos agences de maintien de l'ordre et nos services spéciaux, sont considérés comme des terroristes en accord avec les lois de la Fédération de Russie. Pour aller dans le sens, Denis, de ce que disait Général Chauvency, ce ne sont pas les mots d'un homme qui est prêt à stopper un bain de sang. Je pense qu'ici, il faut vraiment parler de ce narratif que la Russie et que Vladimir Poutine essaie de promouvoir dans l'opinion publique. Ici, à l'Occident, oui, on a parfois cette impression que c'est à Vladimir Poutine maintenant d'arrêter la guerre et enfin admettre que, oui, effectivement, c'est l'Ukraine qui a été soi-disant attaquée, mais maintenant on est gagné, donc on va essayer de tourner la page. Mais pour lui, c'est toujours l'inverse, toujours la Russie qui est attaquée, même s'il n'arrête pas la guerre, ce que je suis d'accord avec vous, mon général, que s'il n'arrête pas la guerre tout de suite, c'est plutôt pour justifier qu'on est toujours attaqué, que c'est toujours l'Occident qui fournit notamment des armes à l'Ukraine, que la guerre peut toujours recommencer. D'ailleurs, quand on regarde tout ce qui est écrit dans, soi-disant, des blocs militaires, donc de ces correspondants de la part de Russie qui sont sur le terrain, ils disent que tous à peu près la même chose, que effectivement, si jamais on arrête, à quoi ça va se servir? Ça va servir ces 30 jours à une pause qui va permettre à l'Ukraine de reprendre son souffle, et puis c'est
sont nous qui serons perdants sur le front. Et quand on parle ici de ces soi-disant terroristes qui sont en Ukraine, c'est aussi important de rappeler que ça s'est déjà passé. Je me rappelle qu'avec les prisonniers d'Azov, ils ont été traités soi-disant comme des terroristes par la Russie. Oui, après, ils ont été libérés dans le cadre d'un échange qui était accordé avec la Turquie, avec Istanbul, mais pendant des mois et des mois, ils ont été traités comme pas des prisonniers de guerre, mais comme des terroristes. C'est vrai que ce n'est pas dans l'intérêt de Vladimir Poutine d'arrêter évidemment les combats. On va vous montrer dans un instant, carte à l'appui, quel est l'état de la situation dans la région de Koursk. Et on retrouvera nos envoyés spéciaux sur place. À tout de suite.